Europe 1. Elliott Deval et vous. Elliott Deval et vous, 11h, 13h, c'est votre rendez-vous décryptage et débat autour de l'actualité. Et l'actualité cette semaine, c'était notamment le procès de Dabia Ben-Kired pour le meurtre de Lola en 2022. L'accusé a été condamné hier après 6 jours de procès à la prison à perpétuité. Une décision de justice saluée par la famille de Lola. Et pour en parler en studio, en direct avec nous ce matin, Georges Fenech, ancien magistrat, Thomas Bonnet, journaliste politique CNews et Jean-Yves Leborgne, avocat pénaliste. Et auteur de Coupable Liberté, Jean-Yves Leborgne. On est en direct avec Rémi. Cher Rémi, bonjour. Si comme Rémi, vous souhaitez réagir en direct dans Elliott Deval et vous sur Europe 1, 01 80 20 39 21. Merci de réagir, cher Rémi, en direct chez nous. Avant d'avoir votre regard sur la décision de justice et de savoir si oui ou non il faut mettre en place la perpétuité réelle, c'est-à-dire de n'apporter aucune alternative possible à la détention et à la mise finalement hors d'état de nuire de criminels, d'enfants par exemple, je voudrais qu'on écoute le sujet de François Tiskiewicz. La question qu'on doit se poser, c'est dans 30 ans, donc en 2055, est-ce que Dabia Ben-Kired sortira de prison? Est-ce qu'elle aura la possibilité de le faire? La réponse est oui. Est-ce qu'elle sortira? La réponse, on ne l'a pas aujourd'hui. Ce dont on est certain, c'est qu'elle aura la possibilité, dans 27 ans très précisément, puisqu'elle a déjà fait 3 ans de détention provisoire, dans 27 ans, de demander un aménagement de la peine. François Tiskiewicz. En théorie, la perpétuité incompressible n'est pas vraiment réelle. Dabia Ben-Kired peut, dans 27 ans, en comptant ses années de détention provisoire, demander au tribunal de l'application des peines de revenir sur l'impossibilité de demander un aménagement de peine. Elle aura alors 54 ans. Que pendant 30 ans, on sait qu'il n'y aura pas de remise de peine, il n'y aura pas de possibilité de libération, il n'y aura rien de tout ça. C'est ce qu'on appelle incompressible. On va réévaluer en fait sa dangerosité, on va réévaluer, si vous voulez, son parcours. Depuis son instauration en 1994, la perpétuité incompressible n'a été prononcée qu'à 4 reprises pour des meurtres d'enfants accompagnés de viols ou tortures. La justice a infligé cette peine en 2007 à Pierre Baudin, alias Pierrot le Fou, en 2008 à Michel Fourniret, l'ogre des Ardennes, à Nicolas Blondiot en 2015 et Yannick Louandé Botello en 2016. Dabia Ben-Kired a désormais 10 jours pour faire appel de sa condamnation. Bonjour Rémi. Bonjour à tous. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette décision de justice? Est-ce qu'il faut aller... la justice est allée au plus loin, au plus ferme. Elle ne pouvait pas faire plus aujourd'hui. Mais est-ce que d'imaginer que dans 30 ans, et on prendra cet exemple-là de Dabia Ben-Kired, mais pour un meurtrier ou une meurtrière d'enfant, la possibilité pour un condamné à la prison à perpétuité incompressible, dans 30 ans, de se dire il y a une possibilité de sortir. Est-ce que ça vous choque? Qu'est-ce que vous en pensez, cher Rémi? Ah oui, moi ça me choque complètement parce que cette personne doit être mise à l'écart à tout jamais, on va dire, parce que au vu de ce qu'elle a fait, que ce soit des crimes comme ce qu'elle a fait ou un acte terroriste ou des choses comme ça, c'est des gens qu'on ne devrait même pas se poser la question de savoir est-ce que dans 30 ans, dans 40 ans, ils peuvent sortir ou être mis en liberté. Je trouve que c'est même indécent vis-à-vis de la famille, par rapport aux familles des victimes. On pose la question et le débat, on va dire, est pas relancé, mais je veux dire, la question est remise au goût du jour concernant la peine de mort pour ces personnes. Mais qui s'occupe, par exemple, de la peine de mort pour les victimes? Pour la famille de Lola, pour la famille de Philippine, pour toutes les familles de ces actes odieux, eux, la peine de mort, ils l'ont eu au final, et on peut pas revenir en arrière. Et il faut rappeler que le papa de la petite Lola est mort. Et oui, tout à fait, oui. Quelques mois après le meurtre de sa fille, il est mort de chagrin. Et c'est vrai que aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est une question qui est centrale, depuis 1981 et l'abrogation de la peine de mort, la promesse c'était à la barbarie. La justice ne doit pas répondre par un acte barbare, un acte criminel. Mais l'alternative, la promesse, c'était justement de mettre hors d'état de nuire à travers une perpétuité on n'en est même réelle. pas capable. La justice, on n'en est même pas capable parce qu'il y a la possibilité que cette personne puisse ressortir dans 27 ans. Et c'est infâme, on va dire,
de se poser ça. Enfin, on peut même pas se mettre à la place des victimes, ou de la famille des victimes, mais c'est comment eux, enfin, ils prennent c'est impossible. Ils ont déjà perdu une personne de leur famille et on leur dit, nous en France, on peut éventuellement la remettre en liberté dans 27 ans. Bon, précisons quand même que cette alternative... Je ne vous cache pas que je pense qu'elle ressortira dans 27 ans parce qu'ils vont juger que... ça, on ne peut pas voir... personne n'est capable de lire dans l'avenir. Mais le simple fait de se poser la question potentiellement dans 27 ans peut être effectivement perturbant et c'est pour ça qu'on en parle ce matin. En revanche... là, c'est pas la justice, puisque la justice est allée au plus loin, au plus ferme, au plus haut. C'est au législateur, exactement. Ce sont les lois. Thomas Bonnet du service politique de CNews, et on reviendra parce qu'à travers le drame de la petite Lola, il y a des failles très importantes sur les questions de sécurité, sur les questions migratoires, que les politiques, par idéologie, par lâcheté, par irresponsabilité, ont refusé de pointer et de se poser les bonnes questions pendant 3 ans. Absolument. Maître Le Borgne, vous avez dit il faut le contrat entre l'État et les citoyens, c'est d'écarter de manière définitive le danger que peut représenter Dabia Benkired. Et je pense que ce mot, il est très important. Effectivement, on n'a plus la peine de mort. L'aspect définitif de la peine doit, d'une manière ou d'une autre, s'exercer. Et c'est donc là tout le débat du législateur. Ensuite, on ne peut pas évidemment faire l'économie dans le fait d'aborder cette décision de justice, de rappeler que jamais Lola n'aurait dû croiser la route de Dabia Benkired, ce qui ajoute à l'horreur de ce procès. Je rappelle qu'elle était sous OQTF et que ça témoigne encore une fois, et vous l'avez dit, des failles énormes. On commente parfois les tambouilles politiciennes entre le Quai d'Orsay, le ministère de l'Intérieur sur la question des OQTF, la question de notre rapport avec l'Algérie. Là, on a une concrétisation éclatante et horrible et terrifiante du fait que la France n'est pas capable d'exécuter les OQTF, et c'était la même chose pour Philippines dans un autre dossier. Donc il y a un moment où la question va devoir se poser, question dont je note qu'elle est soigneusement évitée par une grande partie des responsables politiques et par une grande partie du paysage médiatique qui ne veut pas aborder cet aspect-là de la question. Alors évidemment, il y a le procès, il y a l'horreur, il y a les faits, il y a la décision de justice, c'est très important. Je salue là aussi la dignité de la famille, mais il y a aussi quand même cette question migratoire, ces failles de l'État qui n'est pas capable de faire respecter son autorité et qui place sur la route de jeunes filles, de la jeune Lola, des femmes qui n'auraient pas dû être présentes. On reviendra évidemment sur la question politique dans un instant, parce qu'il y a ce déni politique, il y a aussi un autre déni, c'est le déni médiatique. C'est très intéressant de voir comment le procès de Dabia Benkired a été traité médiatiquement. Certains ont préféré parler récupération de l'extrême droite plutôt que de revenir sur les faits et sur les failles. Mais je veux qu'on reste sur la justice, et vous êtes nombreux à vouloir réagir au standard. Vous êtes également nombreux à réagir sur les réseaux sociaux. Un auditeur me dit tout ce que l'on peut noter, c'est son avis, hein, bien sûr. Et c'est la radio libre, on a le droit évidemment de se poser toutes les questions. C'est que la justice populaire est juste et implacable, contrairement à la justice des seuls juges. Parce qu'en cour d'assises, vous avez un juré populaire, vous avez 3 magistrats professionnels, alors que par exemple au correctionnel, et vous étiez il y a quelques semaines au cœur d'un procès historique, c'est vrai qu'il n'y avait pas ce juré populaire. Et je parle par exemple du procès de l'affaire libyenne, qui a condamné en première instance et envoyé en détention un président de la République qui a pourtant fait appel. Qu'est-ce que vous répondez à cet auditeur qui dit il y a un décalage, on a l'impression que quand c'est un procès en assises, c'est plus ferme, plus implacable, ça ne souffre d'aucune contradiction? Écoutez, je ne crois pas que ce soit exact. Je peux comprendre cette impression. Mais d'abord, fixons les compétences matérielles. La cour d'assises juge les infractions les plus graves, les crimes. Donc on comprend qu'aux infractions les plus graves répondent les peines les plus fermes. En correctionnel, les faits qui sont soumis à la décision des juges professionnels, car comme vous le disiez, ils sont 3 professionnels et seulement des professionnels, ne sont pas de la même gravité. Et je pense qu'il faut aussi rompre avec l'idée d'une justice laxiste. Vous savez, ça fait bien longtemps que je plaide au pénal, et avec le temps, j'ai vu les peines, les réponses pénales s'affermir de plus en plus. Et je pense que le vrai sujet, c'est quelle est la réponse adéquate. J'ai toujours pensé que
la prison dont nous considérons qu'elle est la seule réponse, mais parce que nous avons oublié que la prison est effectivement la seule réponse depuis la Révolution française, pas avant. Avant, il y avait les châtiments corporels, alors pas question d'y revenir. On continue d'en parler dans un instant, on a une courte pause, mais c'est là encore une fois un sujet absolument passionnant. Vous dites on met tous les moyens pour la cour d'assises, en tout moins pour les peines les plus lourdes. Pardonnez-moi, si on doit faire un audit comptable, et on ne va pas rentrer là-dedans, mais de certains dossiers aux assises, en parallèle, voir ce qui a pu se passer par exemple dans l'affaire libyenne, je pense qu'il y a plus de moyens qui ont été mis dans l'affaire libyenne que dans des dossiers ô combien importants aux assises.